Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sylvain Delassus, Société Visiative. Je suis très content de vous accueillir pour cet événement Digital Change et pour parler d'une transformation numérique qui s'est réalisée avec succès. J'accueille sur scène Arthur Loutelier, président de la société SNR Entreprise, et Marie Ferronnière, experte des réseaux. Experte des réseaux. Bien. Donc, j'ai la charge de vous présenter, d'animer cet atelier. Je m'appelle Sylvain Delassus, je travaille pour la société Visiative. La société Visiative, c'est un intégrateur des solutions Dassault et également un distributeur de ses propres solutions. Je suis pour ma part expert sur le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc avec nous, nous avons Arthur Loutelier, président de la société SNR. Donc Arthur Loutelier, je dirige la société SNR. Donc on est une entreprise générale du bâtiment. On s'adresse uniquement à une clientèle de particuliers sur des bâtiments existants. Donc on a 3 grosses activités, l'aménagement de combles, la rénovation générale et l'agrandissement d'habitat. On est donc 22 dans l'entreprise aujourd'hui, avec nos équipes de réalisation, notre bureau d'études intégré et nos équipes administratives. Le siège de la société est basé à Laval, donc en Mayenne, et on dispose d'une agence également sur Saint-Malo. Donc on intervient en grande majorité sur les 2 départements de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine. Donc c'est une société familiale, donc créée en 1984, et moi j'ai repris depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Merci. Nous avons également avec nous une experte, Marie Ferronnière, du pôle Images et Réseaux. Alors bonjour à tous, je suis rattachée à un pôle de compétitivité, c'est un acteur spécialisé de l'innovation sur le numérique, et au sein de ce pôle, je m'occupe en particulier de la partie autour de la réalité augmentée, réalité virtuelle, notamment pour l'industrie, et je coordonnais jusqu'à il n'y a pas très longtemps une action qui s'est terminée fin octobre dernier, intitulée Métal Augmenté, qui avait pour but en fait de tester des outils de réalité augmentée dans l'industrie métallurgique, qui était notamment soutenu par le Fonds pour l'innovation dans l'industrie, via l'Union des industries métiers de la métallurgie nationale, l'UMM des Côtes d'Armor et le pôle Images et Réseaux. Merci. Alors, tout au long de cette intervention, vous aurez la possibilité de poser vos questions via une application en ligne sur vos smartphones. Vous allez sur le site evals.fr, vous utilisez le code DC20 et vous aurez la possibilité donc de poser vos questions. L'atelier va durer à peu près 45 minutes avec une passe de 10 minutes de questions-réponses sur la fin. Et je vais accueillir juste Émilie qui va animer le post-témoignage. Bonjour à tous, Émilie Quignot-Calmet, je suis responsable transformation digitale au sein de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Et en tant que membre d'ADN Ouest, je vais animer le post-atelier, la salle juste derrière, pendant une demi-heure. L'objectif de ce post-atelier, c'est de pouvoir échanger en direct avec les experts qui sont autour de cette table ronde, donc pour continuer les échanges juste après. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre juste à la fin de la conférence derrière. Merci, Émilie. Bien, donc juste sur le format de cette intervention, elle sera répartie en plusieurs thématiques, le pourquoi, le comment, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer et les résultats obtenus. Et tout ça, bien évidemment, sous l'œil éclairé de l'œil expert de Marie. Bien, donc, première question, pourquoi avez-vous envie
avez-vous eu envie de vous lancer dans la réalité virtuelle? Alors, donc juste pour recadrer les choses, on a développé en fait, nous, une solution de réalité virtuelle pour aider nos clients à se projeter dans le cadre de projets d'aménagement de combles. Donc, pourquoi on a été amené à créer cet outil-là? On souhaitait justement pouvoir répondre à un frein principal dans le cadre de la vente de nos projets, qui était la difficulté de nos clients à se projeter dans les volumes. En fait, l'aménagement de combles, il faut savoir qu'on peut rapidement être sur des budgets relativement importants. Et la difficulté, c'est qu'on parle souvent d'un volume dans lequel les gens ne mettent pas les pieds, un volume noir, un volume inaccessible, avec des pièces de charpente qui s'entrecroisent, etc. Donc le gros besoin qu'on avait, c'était de pouvoir répondre à ce frein qu'on avait auprès de nos clients sur la difficulté à se projeter dans les volumes. Et également de pouvoir nous disposer d'un outil relativement simple d'utilisation pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc au niveau de cet outil-là, voilà les trois gros objectifs qu'on avait en développant ce projet-là. Le premier, c'était de traiter justement ce frein qu'on avait au niveau de nos clients. Le deuxième, donc, c'était d'un point de vue interne de disposer d'un outil simple, rapide, à disposition de nos commerciaux. Et le troisième, c'était aussi de bénéficier d'un outil en termes de communication qui nous permettent de nous différencier de nos concurrents, qui nous permettent également de faire ressortir un petit peu notre entreprise voilà, auprès de la presse, auprès de notre fédération, etc. Donc l'idée, c'est qu'en développant cet outil-là, ça nous a permis de traiter l'ensemble de ces points de manière relativement simple et rapide. Donc, dans l'activité de la société SNR, vous avez deux activités principales, l'aménagement de combles et la rénovation, c'est ça? Oui. Donc, actuellement, enfin du moins avant la mise en place de cette solution de réalité virtuelle, vous utilisiez uniquement des plans 2D qui n'étaient pas forcément super évidents pour que les gens puissent se projeter, c'est ça? Oui. En fait, dans notre processus commercial, on a plusieurs étapes. La première, c'est de se déplacer chez nos clients pour étudier avec eux leurs besoins, voir les contraintes techniques. La deuxième, ça va être de travailler, nous, en interne, sur le dessin des projets, sur l'établissement des devis. Et la troisième, ça va être la présentation auprès de nos clients. Donc jusque-là, on travaillait exclusivement en plan 2D, la 3D étant, pour des projets de combles, en tout cas relativement complexes ou longues à mettre en œuvre avec les outils existants. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement intégrer cette partie-là et faire évoluer notre process commercial. Donc on reviendra ensuite sur la manière dont on l'utilise, mais l'idée, ça a été justement voilà, de pouvoir vraiment, nous aussi, faire évoluer la manière dont on travaillait d'un point de vue technique, dessin, et d'un point de vue commercial pour la présentation et la mise en valeur des projets qu'on est amené à créer au quotidien. À titre d'exemple, un panier moyen de projet d'aménagement de combles, c'est pour avoir une enveloppe à peu près? Alors, en fait, le panier moyen d'aménagement de combles, il est assez compliqué à définir. En général, on va se dire que c'est aux environs de 35 000 €, grosso modo. Tout en sachant qu'on peut aller d'un projet de comble ultra basique avec assez peu de contraintes techniques à 10 000 € jusqu'à des projets à 80, 90 000 en fonction de la surface, des contraintes techniques, de ce qu'on nous demande également. Donc, est-ce qu'on va jusqu'aux finitions? Est-ce qu'on s'arrête uniquement à la transformation de la charpente? Donc, on a un panier moyen qu'on peut établir grosso modo à 35 000 €. Et donc, moi, l'exemple que je prenais souvent, c'était de se dire, voilà, quand vous allez acheter une voiture, voilà, vous engagez un budget de 30 000, 40 000 €, vous êtes content de l'avoir, cette voiture, vous êtes content de pouvoir la toucher, rentrer dedans, vous projeter dans ce véhicule-là. Nous, on n'avait pas les éléments pour le faire de manière relativement précise puisqu'on était exclusivement sur de la 2D. Donc, grosse difficulté pour les gens sur des projets importants de réussir parfois à franchir le pas parce que tout le monde n'a pas la même capacité à se projeter en fait dans les volumes. Très bien. Donc, vous avez fait le choix de vous tourner vers une solution de VR pour rendre plus accessibles les projets, pour que les gens se projettent mieux justement à l'intérieur d'un projet d'aménagement. J'imagine que ça ne doit pas être très facile de se lancer dans une aventure numérique quand on a une société d'aménagement de combles, une société de rénovation. Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans ce cas-là?
Alors, en effet, la première grosse difficulté, et je pense que c'est une difficulté qu'on est énormément de PME ou de petites structures à rencontrer, la première difficulté, c'est de savoir si on va pouvoir avancer sur ce projet-là et comment. Donc voilà, moi j'ai démarré en faisant le tour des salons, donc des salons professionnels bâtiments purs, des salons sur la réalité virtuelle, donc je suis allé à Laval Virtual, je suis allé sur des salons qui étaient à la fois bâtiments et virtuels également, et finalement c'est sur un de ces salons-là que j'ai trouvé une structure qui nous a permis d'avancer. Donc un tout petit salon qui s'appelait à l'époque Bâti Virtual, qui était un petit salon organisé par l'Université de Laval et qui était adapté uniquement aux structures du bâtiment. Donc sur ce salon-là, j'ai rencontré une société qui est une société parapublique qui s'appelle Clarté, qui est basée à Laval et qui m'a aidé justement à pousser la démarche un peu plus loin, donc c'est-à-dire savoir vers qui s'orienter, savoir vers quelle structure se tourner, savoir également de quel ordre de budget on parlait, parce que le premier gros frein aussi pour nous, c'était de savoir déjà si on intéressait des prestataires par rapport à la demande qu'on exprimait, et également en termes de budget, si on était en mesure de se lancer sur ce type de projet-là, et comment. Peut-être juste en complément, donc Clarté qui est un centre de ressources technologiques en fait reconnu sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, technologie émergente, et donc effectivement basé à Laval, et puis depuis peu également à Montoire, donc près de Saint-Nazaire. Voilà, et donc qui nous a accompagnés sur toute cette première étape de prototypage en fait. Très bien. Et donc le projet a démarré en 2015, c'est ça ? Oui, alors en fait, on peut dire que le projet a démarré en 2015, parce qu'il y a eu cette phase de recherche qui a été relativement longue, entre les tournées de salons, les rencontres avec les startups aussi qui étaient en mesure de nous accompagner. Donc on a démarré ce projet en 2015 et on a vraiment accéléré les choses courant 2016, donc c'est-à-dire une fois qu'on a passé cette première phase de prototypage, et ça nous a permis derrière du coup d'avancer sur la phase de développement et sur la mise en place derrière de cet outil-là. Donc ça a été un processus qui a été relativement long, parce qu'aussi de notre côté la mise en place d'un outil de réalité virtuelle, c'est pas notre cœur de métier, donc c'est pas forcément toujours la priorité au quotidien. Donc l'idée, ça a été aussi de se laisser le temps de concevoir ce projet-là de manière pérenne. Et donc le projet a été initié en 2015 et la version finale en fait de la solution de réalité virtuelle a été mise en production quand ? On a commencé à utiliser la solution finale, on va dire plutôt à partir du deuxième semestre 2016. Voilà, donc il y a eu un laps de temps qui a été relativement long, qui s'expliquait aussi par le fait que, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on parle sur la slide ici de sur-mesure, qui s'expliquait aussi par le fait que des solutions de réalité virtuelle pour de la rénovation de rez-de-chaussée, pour de l'extension, pour de la cuisine, c'est des solutions qui existent sur étagère, dans lesquelles on peut investir relativement rapidement. Sur l'aménagement de combles, on parle là d'un marché de niche, donc évidemment pour des éditeurs de logiciels, ça ne va pas être forcément les marchés les plus intéressants à première vue. Donc il y a eu une première phase aussi qui a été justement de réussir à fournir tous les éléments aux prestataires sélectionnés pour développer cet outil-là. Donc toutes les contraintes techniques, on a différents types de pentes, on a différents types de volumes, différentes surfaces, comment les intégrer, on a des maisons qui vont être en L, en V, donc voilà, comment intégrer tous ces éléments-là pour au final bénéficier d'un outil qui soit propre à notre structure et qui soit facile à mettre en œuvre. Oui, parce qu'effectivement, les solutions sur le marché qui permettent de faire de l'aménagement de pièces sont généralement applicables à des pièces rectangulaires, ouais, mais peut-être pas effectivement à votre particularité qui sont les combles, ouais, avec les pentes, quoi. Ouais. Ce qui était la grosse difficulté, hein, c'est pour ça aussi qu'on a eu un laps de temps relativement long, le temps d'établir le cahier des charges, de trouver les prestataires, parce qu'on partait sur quelque chose de différent de l'existant et de différent aussi parce qu'on voulait quelque chose qui soit très rapide et très simple à mettre en œuvre pour nous en interne. Voilà, on avait déjà des solutions pour modéliser en 3D des combles, mais l'idée c'est que comme on travaille auprès d'une clientèle de particuliers avec des études qui sont gratuites, pardon, l'idée c'était de ne pas avoir à passer 2 heures à chaque fois qu'on devait modéliser un projet. Voilà, on a des collaborateurs
qu'il faut occuper évidemment toute la journée, mais qui n'ont pas forcément que ça à faire de la modélisation 3D. Donc l'idée, c'était de trouver le juste milieu, quelque chose qui soit efficace et simple à utiliser. Alors, comment est utilisé aujourd'hui l'outil? Est-ce que vous l'utilisez tout le temps et par qui? Quelles sont les personnes chez vous qui utilisent principalement cet outil? Alors, l'outil, les personnes qui l'utilisent principalement, ça va être nos chargés d'affaires. En fait, c'est-à-dire nos chargés d'affaires dessinent les projets et c'est eux également qui sont amenés à utiliser cet outil-là. Donc cet outil-là, on ne l'utilise pas de manière systématique. On se sert de ça pour vraiment enfoncer le clou d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que pour le moment, on a décidé de l'utiliser en effet un peu booster, c'est-à-dire qu'on a dans notre processus commercial un rendez-vous de présentation des projets en 2D et ensuite c'est vraiment en fonction de la sensibilité et de la réaction du client. Si on s'aperçoit que le client a vraiment énormément de mal à se projeter dans le volume, à ce moment-là c'est un élément pour nous une carte qu'on peut sortir. Si on est sur un projet avec une concurrence relativement forte, c'est également quelque chose qu'on peut sortir pour se différencier de nos confrères. Et également, voilà, en fonction de la sensibilité, on a des clients qui vont apprécier l'utilisation de cet outil-là. Donc derrière, c'est vraiment dans la manière dont on l'utilise pour le moment, c'est à chaque chargé d'affaires en fait de sentir si cet outil-là peut permettre, voilà, de vraiment mettre le dernier coup de boost pour valider un projet. Et d'un point de vue technique, ça fonctionne comment aujourd'hui? Alors, d'un point de vue technique, ce que je disais tout à l'heure, le premier gros besoin, c'est d'avoir quelque chose de simple. Parce que, comme nos chargés d'affaires dessinent les plans, l'idée, c'était de ne pas leur ramener un outil avec 1 heure de modélisation. Donc, le gros travail, et finalement, c'est le travail de l'ombre, puisque ça, c'est quelque chose que nos clients ne voient pas, c'est qu'on a développé un module qui nous permet de dessiner en 2D. Donc, on dessine en 2D de manière très rapide. En gros, en 1/4 d'heure, on modélise le comble. La modélisation 3D se génère automatiquement. Et derrière, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a un fichier qu'on va transporter, qu'on va transférer sur un portable, sur un Samsung. Et ce Samsung-là, on l'intègre dans le casque de réalité virtuelle. Donc voilà, le transfert, il se fait en 10 secondes, puisque les fichiers sont très légers. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a quelque chose qui est très mobile. Donc on peut faire nos présentations au bureau, on peut faire nos présentations chez les clients, on peut voilà, utiliser ça vraiment où on veut. L'autre avantage aussi par rapport à ces supports-là, c'est qu'on est sur des supports qui sont très accessibles en termes de prix. Et une petite question, vous laissez l'accès au client final à ces fichiers? Alors pour le moment non, c'est un point qu'on a fréquemment abordé et qu'on continue d'aborder, de se dire est-ce qu'une fois que le projet est validé, on laisse ces éléments-là aux clients, justement pour leur permettre, en attendant que les chantiers ne démarrent, leur permettre de pouvoir toujours se projeter dans le volume. Pour le moment non, parce que ça c'est propre à notre politique interne, c'est-à-dire qu'on, voilà ce que je disais tout à l'heure, comme nos études sont gratuites, on ne remet pas de plan, on ne laisse pas d'éléments tangibles aux clients tant que les projets ne sont pas validés. Donc à terme, on pourrait très bien effectivement se dire bon bah voilà, le projet est signé, on vous remet cet élément-là, ça vous permet, en attendant de voir nos équipes arriver, de pouvoir toujours visualiser le volume. Bien, alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, il a fallu que quelqu'un chez vous s'implique dans la mise en œuvre de ce projet. Comment on fait pour se mobiliser en interne pour pouvoir suivre un projet de réalité virtuelle? Alors en effet, il y a quand même du temps à passer pour mettre en place ce type de solution-là. Donc quand j'ai intégré l'entreprise, donc il y a 6 ans, moi c'était un sujet qui me parlait, qui me plaisait parce que c'était ce qui me frappait dans les premiers rendez-vous. Vraiment cette objection qu'on retrouvait pas de manière systématique mais vraiment récurrente, qui était bah, écoutez, j'ai du mal à me projeter dans le volume, donc j'ai un peu peur de valider le projet. Donc moi j'ai eu le temps à ce moment-là de pouvoir me libérer justement la possibilité de faire des recherches, de rencontrer des personnes, d'échanger pour voir quelles solutions existaient ou pouvaient être créées. Donc j'ai pris moi en charge la mise en place de ce projet-là en interne parce qu'à cette époque j'avais un peu plus de temps disponible pour m'occuper de ces éléments-là.
Donc après, voilà, comment mobiliser en interne? Soit on a la capacité de libérer quelqu'un pour avancer sur ce projet-là, soit ensuite on réussit à trouver un prestataire qui va être en mesure de nous aider à avancer de manière plus précise sur ces projets-là. Et ensuite, donc, sur les éléments qui vont être vraiment mis en œuvre pure, derrière, c'est les échanges qu'on va avoir avec les différents professionnels sur les salons, les échanges informels qui nous permettent d'avancer et puis rapidement de voir si on a des solutions existantes ou si on part de zéro, et dans ce cas-là, vers qui on peut être amené à se tourner. Donc vous n'avez pas totalement externalisé finalement le projet, puisque vous étiez tout au long du projet partie prenante et intégrée à ce projet. Oui, en fait, on a fait le choix de s'impliquer vraiment dans le projet. C'était aussi à notre demande par rapport aux prestataires avec lesquels on a travaillé, puisqu'on souhaitait vraiment maîtriser complètement le logiciel et l'application qu'on allait développer. Donc, c'est-à-dire avoir, ce que je répète depuis tout à l'heure, mais vraiment, c'était vraiment l'objectif de base, avoir quelque chose de simple et qui soit efficace commercialement parlant, sans nous bousculer dans nos processus commerciaux habituels. Donc, moi, j'ai pris ça en charge, mais on a également mobilisé en interne nos équipes. Donc, on a intégré au fur et à mesure de la réflexion nos équipes commerciales, nos équipes aussi administratives, puisque chacun a eu un peu son mot à dire sur le projet. L'idée, c'était d'impliquer l'ensemble, nous, du personnel en interne. Et on a aussi impliqué, en cours de route, pas dès les premières étapes, mais on a aussi impliqué donc, nos équipes de réalisation. L'idée, c'était d'avoir aussi leur ressenti, de pouvoir apporter certaines modifications et d'avoir leur ressenti pour les impliquer dans ce projet-là, qui était un projet innovant, donc pas forcément fréquent sur nos marchés, puisque dans le bâtiment, il y a souvent un petit frein face à l'innovation, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc c'est quelque chose que nous, on a essayé d'évacuer au fur et à mesure en intégrant en fait, dans le cadre de la réflexion nos différentes équipes au sein de l'entreprise. Et pour la partie financement du projet, l'enveloppe globale du projet Alors, au niveau du projet, on est sur un projet qui est sur une enveloppe globale d'environ 30 000 €. Donc, sur la partie financement, en fait, il y a plusieurs choses qui sont entrées en compte. On a eu une première phase qui était la phase donc, de prototypage. Cette première phase-là qui nous a permis d'étudier la faisabilité, de trouver des prestataires en mesure et intéressés pour développer ce type de projet-là, et puis de sortir une première base pour voir justement si c'était des choses qui étaient en mesure de fonctionner. Donc sur un projet de 30 000 €, cette phase de prototypage nous a permis, nous, derrière, d'aller mobiliser donc, une aide qui s'appelait à l'époque la PTI, qui était une aide de la région, donc à hauteur de 8 000 €. Donc voilà, ce qui a permis aussi, nous, de notre côté, de débloquer un premier frein, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la difficulté, c'est de se projeter sur le budget, de savoir si c'est quelque chose qui est accessible pour une petite structure, et de savoir également si c'est quelque chose sur lequel on va avoir un retour sur investissement. Donc là, l'idée de pouvoir déjà bénéficier d'une première aide, ça permet d'alléger le budget d'ensemble du projet et de se dire, ok, c'est ça parfois qui aide à franchir le premier pas. Complètement, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais donc le coût de ces projets numériques est peut-être assez conséquent, et les aides à la fois publiques, privées, rentrent dans le calcul du retour sur investissement d'une entreprise, notamment des PME, PMI. Et alors, juste dans mobiliser les financements aussi, tout à l'heure, on a brièvement parlé de Clarté, qui nous a accompagnés sur cette première phase de prototypage. La grosse difficulté aussi pour nous, PME, c'est de savoir que des aides existent, où elles existent et comment on fait pour les mobiliser. Moi, je sais que c'est Clarté qui nous a orientés vers ces aides-là, qui nous a dit, écoutez, dans le cadre de tel projet, vous pouvez peut-être prétendre à la PTI, parce que si vous allez plus loin, ça vous permettra de générer de l'activité, éventuellement de recruter, de faire parler aussi de votre métier. Donc, c'est cette structure qui nous a orientés vers ces aides-là. Et très honnêtement, moi, je ne suis pas sûr que sans qu'on nous mette la puce à l'oreille, on aurait su forcément vers qui se tourner. Et on serait peut-être dit aussi que finalement, notre projet, est-ce qu'il est suffisamment innovant pour permettre de développer, ou débloquer en tout cas plutôt ces aides-là. On serait, je pense, posé pas mal de questions, ce qui fait qu'on n'aurait peut-être pas poussé la démarche jusqu'au bout. Et finalement, c'est aussi ce qui a permis derrière nous d'aller jusqu'au bout du développement de ce projet-là.
Très bien, donc en fait, l'accompagnement par une structure qui est au courant des financements, des aides et qui peut vous mettre en relation dans la mise en place d'un projet tel que le vôtre a été un élément clé. Donc, hein. Vous parliez tout à l'heure d'un des freins qui était de trouver le financement pour mettre en place ce projet. Parmi les freins, j'imagine qu'il y a également des mentalités, des utilisateurs à convaincre, mettre en place une solution innovante. Il faut que les gens puissent voir quel est le côté innovant de la chose. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors en effet, c'était un des freins principaux et c'était une des choses qu'on a essayé d'anticiper relativement rapidement, c'est-à-dire de comment réussir à convaincre nos équipes commerciales notamment que cet outil-là serait utile pour elles et qu'il serait simple à utiliser. Donc on a fait en sorte de les intégrer rapidement dans la réflexion, pas dès le début, mais de les intégrer rapidement, justement pour essayer de lever au fur et à mesure ces freins-là. Donc on a différents profils dans notre entreprise, comme dans toute entreprise. Donc dès le début, on a certains ingénieurs commerciaux qu'on a réussi à embarquer rapidement dans la démarche, qui ont été convaincus du projet, qui se sont dit bon, bah, c'est bien, ça va être simple, ça va m'aider à vendre mieux, éventuellement plus, et ça va m'appuyer moi dans mon métier. On avait d'autres profils aussi qui étaient beaucoup plus réfractaires, qui avaient peur de cet outil-là, qui se disaient bon, bah, pour moi ça va être 20 minutes de plus pour modéliser, ça va être un élément de plus à utiliser dans le cadre de mes présentations. Donc quelque chose qui n'était pas forcément attendu de la part de ces personnes-là. Donc en cours de route, on a réussi à embarquer tout le monde. Et les derniers qui n'étaient pas forcément convaincus, c'est l'utilisation de cette application-là et le fait de voir qu'effectivement elle était efficace qui a fini de les convaincre. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a plus besoin de prêcher en interne l'utilité de cet outil-là. C'est quelque chose qui est utilisé sans aucun frein par qui que ce soit. En ce qui concerne les résultats que la réalité virtuelle a, les bénéfices que la réalité virtuelle a apportés pour la société SNR, on a parlé tout à l'heure d'un investissement d'à peu près 30K €. Est-ce que ça a été vite rentabilisé? Est-ce que ça a apporté vraiment une valeur supplémentaire? Alors, c'est quelque chose qui a été vite rentabilisé, effectivement, parce que ce qu'on disait, on parle d'un investissement de 30 000 €. Nous, sur nos chantiers, donc ce que je disais en panier moyen, environ 35 000 €. Donc, nous, l'entreprise fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Et donc, on a pu rapidement revenir sur cet investissement-là. L'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, comme on a fait le choix aussi d'utiliser cet outil-là en booster, aujourd'hui, on va avoir à peu près 80% de projets qui se transforment lorsqu'on sort cet outil-là. On ne le sort pas systématiquement. Donc, ce qu'il faut bien se dire également, c'est qu'on l'utilise sur des projets où on est déjà avancé dans la réflexion et où on a besoin de ce petit coup de pouce pour finaliser le projet. Peut-être que si on l'utilisait pour tous nos projets, le taux de transformation, il passerait à 40-50%. Mais disons qu'aujourd'hui, dans la manière dont on l'utilise, dès qu'on sort cet outil-là, quasiment, c'est un outil qui nous permet vraiment de valider les projets et puis d'aller au bout de certains projets qui peut-être ne seraient jamais signés. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que vous aviez une petite anecdote concernant les enfants qui sont impliqués dans les... Oui, alors cette anecdote-là, c'est pas non plus quelque chose sur lequel on communique nous énormément, mais en fait, l'aménagement de combles, souvent, c'est des projets qui sont réalisés pour les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des chambres, 2 chambres, une salle de bain pour les enfants. Donc, c'est souvent un projet qui est attendu par ces enfants. Dans les 3/4 de nos rendez-vous, les parents viennent avec leurs enfants, donc pour expliquer le projet. Et lorsqu'on utilise cet outil-là, en fait, dès qu'on le met sur les yeux des parents, les enfants veulent essayer. Et ce qui est surprenant, c'est que des enfants de n'importe quel âge, on va dire à partir de 6 ans, 7 ans, ils prennent en main tout de suite l'outil, beaucoup plus rapidement que leurs parents, ils se projettent tout de suite, ils sont très contents. Et en fait, dès qu'ils retirent le casque, la réflexion quasi systématique, c'est de regarder leurs parents et de dire on fait. Donc on sait en fait finalement qu'on embarque quasiment un commercial chez nos clients. Donc bien sûr, ce n'est pas un message nous qui est passé en interne de le mettre systématiquement sur le nez des enfants, mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'en l'utilisant, dès qu'un enfant va l'utiliser et se projeter dans ce volume-là, derrière on sait très bien qu'on va finalement avoir quelqu'un qui va venir pousser notre proposition directement chez nos clients. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on communique trop largement non plus. Donc
Donc finalement, ça vous a permis d'améliorer, du moins d'améliorer les phases de closing, a priori. L'investissement a été relativement vite rentabilisé. Ça vous a également apporté un supplément au niveau de l'image de la société? Oui. Oui, en image, clairement, parce que dans le bâtiment, on est des milliers d'entreprises. Donc, pour ressortir un peu du lot, il faut vraiment avoir des éléments différenciants. Et en fait, donc, nous, l'entreprise à 35 ans, on avait une visibilité qui était relativement faible, ou en tout cas, il fallait qu'on la paye, cette visibilité-là. Là, en développant cet outil-là, on a eu au moins une quinzaine ou une vingtaine d'articles de presse, donc soit sur de la presse spécialisée bâtiment, sur de la presse à destination de l'artisanat de manière générale, sur de la presse à destination du grand public, sur des magazines de décoration, etc. On a eu 2 unes sur des magazines plutôt professionnels, et également on a eu des retombées qu'on n'avait pas forcément anticipées, mais où on nous sollicite pour faire des présentations auprès de notre fédération du bâtiment, auprès de CCI, sur des salons de ce type-là, où aujourd'hui, nous, notre société, moi j'aurais jamais eu l'occasion de venir la présenter dans un salon de ce type-là, qui n'est pas spécialement dédié au bâtiment, sans ce type d'outils-là. Donc en termes d'image, on a eu une vraie retombée. On ne va pas forcément toucher en direct nos clients, puisqu'on va être face à des cibles d'entrepreneurs, face à des cibles sur le secteur du digital ou autre. Mais finalement, sur toutes les personnes qu'on a en face de nous aujourd'hui, il y en a une grande partie qui ont une maison et qui potentiellement ont des travaux à réaliser, potentiellement sur la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine. Et donc nous, on est en mesure, dans ces cas-là, de répondre aux besoins. Merci. Donc finalement un projet qui aura été positif depuis 3 ans sur tous les points de vue. Oui, exactement. Je vous propose d'avoir un avis éclairé de Marie Ferronnière, donc référente sur le pôle Images et Réseaux. Marie? Oui, alors on m'a demandé de relever 3 points. Pour ça, je vais m'appuyer sur l'expérience que j'avais coordonnée dans le cadre de l'action métal augmenté que j'évoquais tout à l'heure. Moi, il y a 3 points qui sont ressortis dans nos échanges donc en amont de cette conférence et lors de ce témoignage aujourd'hui. Il y a le temps, en fait. Le temps alloué, ça c'est quelque chose qui est très important. Tu expliquais que c'est toi qui avais porté finalement le projet en interne. Tu nous avais aussi expliqué il y a quelque temps que vous aviez mis en place un certain nombre de réunions récurrentes, ouvert votre base de dessin. Voilà, donc le temps c'est très important, mais il faut savoir que c'est aussi le frein principal finalement, notamment pour des PMI qui sont très prises, qui peuvent avoir d'autres problématiques de financement, de réorganisation, de recrutement. Ça c'est une problématique qu'on retrouve souvent. Trouver aussi le bon partenaire. Donc comme tu l'as dit, vous êtes appuyé sur Clarté, qui est très impliqué dans l'écosystème de l'innovation, et puis trouver la bonne source de financement. Dans ce cadre-là, moi ce que je vous invite, c'est vraiment vous rapprocher des acteurs soit généralistes de l'innovation, qui interviennent à tous les niveaux et pour tout type d'entreprise. Dans ces acteurs-là, on retrouve les chambres de commerce et de l'industrie, qui vont avoir notamment une approche de conseil autour de l'innovation. Il y en a qui vont être spécialisés plutôt sur le financement. On retrouve la région, la banque publique d'investissement régionale, donc des Pays de la Loire, les collectivités de communes, les technopoles également, qui vont avoir une approche donc plus généraliste sur des projets collaboratifs, notamment Atlampol, donc Technopole de Loire-Atlantique et de Vendée, par exemple. Et puis on a également aussi des acteurs spécialisés dans l'innovation, donc comme notre pôle de compétitivité qui est spécialisé sur le numérique. Il y en a d'autres. Voilà, donc c'est vous rapprocher vraiment des acteurs, notamment locaux, que vous pouvez connaître, parce qu'il y en a pas mal, et puis d'évoquer votre projet, éventuellement votre besoin de partenaire. Alors soit la structure répondra directement à votre question, soit elle vous redirigera. Et puis pareil pour les sources de financement, parce que c'est vrai que comme tu l'expliquais, c'est compliqué quand on est dans une entreprise d'avoir connaissance de l'ensemble des guichets de financement en cours, en fait, notamment au niveau local, plutôt pour ces sujets-là. Dans ce cadre-là, j'en profite peut-être pour mettre en avant un dispositif qui est porté par la région Pays de la Loire, qui s'appelle Résolution, que certains peuvent peut-être connaître, et qui ont un certain nombre d'appels à projets dont on est partenaire pour certains. Il y a notamment un appel à projet, donc vous pouvez regarder l'édition dernière sur l'industrie du futur, qui est en fait un concours d'innovation où donc des problématiques d'entreprise sont retenues et un prix de 20 000 € est donné pour un solutionneur qui apporte la solution la plus
plus adapté. Donc voilà, il existe un certain nombre de dispositifs de financement, dont celui-ci. Donc n'hésitez pas à regarder. Et ensuite, donc peut-être, je vais prendre un exemple d'un projet qu'on a accompagné, en tout cas nous en tant qu'acteurs de l'innovation, pour vous montrer concrètement ce qu'on peut apporter du début du projet jusqu'à sa valorisation, puisqu'effectivement tu disais que voilà, faire un projet numérique c'est aussi important en termes d'image, de visibilité, notamment éventuellement de recrutement pour certains types d'entreprises. Donc je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on a soutenu et donc on a financé sous forme de subvention à hauteur de 20 000 € pour une société qui s'appelle Doharib, qui est spécialisée dans le travail en hauteur et qui en fait a développé une solution pour apprécier correctement l'encombrement d'un échafaudage, d'une plateforme. Et donc on les a aidés notamment sur la ressource bibliographique pour sensibiliser donc les gens en interne à travers des relais de conférences, de sites spécialisés par exemple, de mise en relation avec des experts, de retours de projets, de réalité augmentée, réalité virtuelle, notamment donc l'RTT partenaire par exemple. Sur la conduite du changement, on les avait mis en relation avec l'ARACT, qui est spécialisée sur l'amélioration des conditions de travail en Pays de la Loire. Pour améliorer le projet numérique, donc là qui était autour de la réalité augmentée, on les avait mis en relation avec des experts donc, de l'ENSAM, de Laval. Ils avaient également de nouveaux projets dans la continuité de ce projet-là. Et on les avait mis en contact avec des adhérents du pôle. On a recherché des financements spécifiques. Et puis donc le résultat de ce projet, par contre, ce qui est important, voilà, c'est de dire sur ces types de projets-là à quoi on arrive. Donc sur ce projet-là, on est arrivé à une application qui est disponible sur Google Store, Apple Store, et qui permet en fait de proposer pour cette société un service supplémentaire pour leurs clients. L'outil est simple à utiliser, convaincant, et répond à un réel besoin de choix de matériel. Donc voilà, là je cite un des retours clients. Et puis également donc pour ce projet-là, comme tu évoquais, de nombreuses retombées, notamment à travers des articles de presse, de conférences, de vidéos. Voilà, pour un exemple. Merci Marie. Bien, je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, je vous rappelle, les questions nous arrivent là, on les découvre en même temps. Pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas utiliser l'outil systématiquement? Alors ça, c'est la question qu'on retrouve systématiquement. On a deux raisons. La première raison, c'était de voir comment se passait l'intégration de cet outil-là au niveau de notre process commercial. Donc effectivement, de voir déjà si nos ingénieurs d'affaires prenaient l'outil en main ou pas et à quelle vitesse. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça a été relativement bien accueilli, donc très rapidement utilisé. Pourquoi on ne l'utilise pas systématiquement? Aujourd'hui, c'est parce que ce que je vous disais, on signe facilement quand on sort cet outil-là, mais on a aussi, nous, une contrainte derrière qui est la contrainte de réalisation. Donc finalement, on est sur un marché qui est en pénurie de main-d'œuvre, donc ça c'est un autre sujet dont on pourrait parler très longtemps, mais sur lequel on a une grosse pénurie de main-d'œuvre et où finalement on a aujourd'hui une logique qui est un peu différente sur notre marché, c'est-à-dire qu'on essaie parfois aussi de maîtriser la longueur de notre carnet de commandes. Donc c'est-à-dire que si demain on utilise systématiquement cet outil-là et qu'on transforme 100% de nos projets, on sera obligé soit de regarder à 1 an ou plus pour réaliser les chantiers, soit de réussir à trouver de la main-d'œuvre très rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas sur nos marchés. Donc pour le moment, c'est aussi pour ça qu'on ne l'utilise pas systématiquement. Est-ce que je peux poser une question par-dessus du coup? Est-ce que votre outil de réalité virtuelle vous a aidé en termes d'image, par exemple, à éventuellement recruter plus facilement? Alors, ça nous a un peu aidé, parce qu'en effet, quand on rencontre des candidats, on nous en parle. Donc on sent que c'est quelque chose qui, même au niveau des équipes de réalisation, que c'est quelque chose qui intéresse les gens. Donc ça nous aide en partie, justement, parce qu'en termes d'image, ça permet de se différencier de ce qui se fait autour de nous. Alors, on pourrait passer à la question suivante. Alors, quel est le coût de la modélisation et l'intégration VR d'un projet d'aménagement? Alors, si je comprends bien la question, ça va être pour la modélisation d'un projet, donc on va dire mon projet d'aménagement de comble, comment ce que ça coûte, hein. On est d'accord. Si la question elle est bien posée dans ce sens-là, finalement aujourd'hui,
On ne peut pas se dire 0 parce qu'il y a les 20 minutes pour modéliser le projet et la demi-heure pour le présenter. Mais l'idée, c'est qu'on a développé un outil qui nous appartient et qui nous est intégré. Donc on ne repaye pas en fait pour faire modéliser un projet. Donc c'était aussi ce qu'on cherchait, parce qu'effectivement il existe des solutions où on peut dire bon bah écoutez, j'ai un projet A, un projet B, un projet C. Les 2 premiers, j'aimerais bien avoir une modélisation 3D. Le budget il est de temps par projet et vous faites ou vous ne faites pas. Nous de notre côté, l'idée c'est d'avoir un outil qui nous permettait de le faire gratuitement. Au-delà de l'investissement de base. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce premier investissement de l'ordre de 30 000 €. Mais derrière, maintenant, quand on modélise un projet, nous, en interne, au-delà de l'heure, on va dire qu'on va passer à modéliser et présenter. On n'a pas d'autres coûts au niveau ni de la modélisation, ni de l'intégration. Merci. Prochaine question. Est-ce que votre innovation est protégée ou peut-elle être déployée par des concurrents ? Alors, notre innovation, c'était un des points aussi qu'on avait abordé dans le cadre de la préparation de cette présentation. Notre innovation, donc, on l'a protégée en démarrant le projet, en phase de développement du projet, dans le sens où effectivement, c'est quelque chose qui peut être rapidement intéressant par nos concurrents. C'était un point qui avait été soulevé aussi en cours de développement, de se dire est-ce que finalement, maintenant qu'on est arrivé sur un outil qui fonctionne bien, est-ce que maintenant on le commercialise ou pas? Nous, ce n'était pas du tout l'objectif de base. L'objectif, c'était de garder quelque chose de différent. Donc à la rigueur, nos concurrents, à terme, ils peuvent développer une solution du même style, avec la même finalité. Par contre, c'est pour ça aussi qu'on ne communique pas sur la vue que nous, on a du logiciel en interne dans la phase de dessin, puisque le gros du travail se fait sur cette partie-là. Donc après, on sait très bien que de toute façon, on va avoir des confrères qui arriveront avec des projets, des produits du même type, ça c'est inévitable. Mais vous voyez, même 4 ans après, on est encore surpris finalement de ne pas avoir une très grosse concurrence sur cette partie-là, au-delà de solutions qui existent, mais qui effectivement, qui vont répondre un peu à la question précédente, qui vont être des solutions payantes au développement du projet. Merci. Question suivante. Alors, cette méthode vous a-t-elle réellement permis d'augmenter vos ventes? Alors, oui, mais ce que je disais tout à l'heure, je le pondère parce qu'on a eu plusieurs éléments. En fait, depuis 4 ans, on a mis ça en place. On a eu, nous, une progression importante de notre chiffre d'affaires, mais qui est liée à plusieurs choses. On est déjà sur un marché qui est relativement porteur. Le marché de la rénovation se porte bien en France. Donc, on aurait de toute façon, je pense, eu une évolution de notre chiffre d'affaires. Dans les grandes lignes, en gros, sur les 4 dernières années, on a fait en gros une augmentation d'à peu près 1,2 million de chiffre d'affaires et qui s'explique aussi par l'utilisation de cet outil-là, parce que ça nous a aidé parfois à concrétiser des projets qu'on n'aurait peut-être pas signés dans d'autres cas de figure. Donc on peut dire que ça nous a permis d'augmenter nos ventes. Après, est-ce que sur cette augmentation-là, ça nous a permis d'avoir 50% de chiffre d'affaires de plus, 10 ou 90? On n'est pas spécialement en mesure de le mesurer, mais ça a eu un impact, c'est sûr, sur nos ventes. Merci. Et enfin, dernière question. Pourquoi une solution développée sur mesure? N'y avait-il pas de solution dans le commerce prête à l'emploi s'appuyant sur votre CAO 3D? Alors, pourquoi une solution sur mesure? Parce que justement, dans cette phase de recherche, on n'a rien trouvé qui correspondait à nos besoins, notamment parce que sur le marché du comble, ce que je disais, comme on est sur un marché de niche, on ne trouvait pas de logiciel qui nous permettait effectivement de basculer de nos modélisations dessin 2D à de la 3D directement. Donc le développement sur mesure, il s'est entre guillemets imposé parce qu'on n'avait pas de solution existante sur étagère. Donc après, des solutions pour s'appuyer sur notre dessin, il y en a peut-être, ou on aurait certainement pu aussi faire évoluer le projet d'une autre manière, mais après une phase d'étude qui a été relativement longue, nous on a fait le choix du coup vraiment de développer notre outil puisqu'on ne trouvait pas ce qui répondait à toutes nos demandes, en tout cas, que ce soit en termes d'utilisation en interne ou en termes de type de présentation, on ne trouvait pas ce qui nous convenait, ou en tout cas ce qu'on recherchait d'existant sur le marché. Merci. Je pense que l'on est arrivé à la dernière question. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Arthur Letellier, merci Marie Ferronnière. Merci d'avoir assisté à cette conférence.